je vais vous parler de... en fait, ensemble, on va construire un outil de mesure de perf pour Android. Mais avant ça, on va peut-être déjà répondre à la question, en fait, pourquoi on aurait envie de faire ça. Alors, je me suis dit que j'allais commencer avec une petite histoire. Il y a longtemps, il y a quelques années déjà, j'étais un jeune développeur junior avec un peu plus de cheveux probablement sur la tête. Et j'ai bossé avec un client et ils étaient experts techniques, c'était génial. Je me suis dit j'allais apprendre mais beaucoup de choses d'eux. Et en fait, ils avaient tout un tas de standards de qualité sur leurs apps, sur leur code, et c'était vraiment excellent. Et du coup, sur la performance, donc on bossait avec eux pour faire une app web et une app mobile. Et en fait, sur l'app web, leur standard de qualité de performance, c'était de dire il faut qu'on ait un score Lighthouse au-dessus de 90 sur toutes les pages sur desktop. Si vous ne savez pas ce que c'est que Lighthouse, j'ai googlé et je suis tombé sur ce film parce qu'apparemment Google ne me connaît pas du tout. Non, bien sûr, je parle de cet onglet dans Google Chrome. Vous allez dans les Developer Tools, vous allez sur n'importe quelle page et vous pouvez cliquer Generate a Performance Report et direct, en quelques secondes, il vous sort un rapport de performance avec un score attribué. N'importe quelle page. Ce qui est plutôt cool. Bon, si on revient à ce client, moi, du coup, en tant que développeur d'applications mobiles, j'étais super curieux de ce qu'ils allaient me dire sur Android. Quel allait être leur standard de qualité scientifique mesurable. Et donc, ils nous ont dit, je vous le donne en mille, l'app ne devrait pas laguer. Ce qui n'était pas très mesurable et scientifique. Et du coup, je me suis posé la question, en fait, comment je sais, c'est quoi ma manière scientifique mesurable de savoir si mon app a une bonne performance? Et du coup, je m'appelle Alexandre. C'est comme ça que je suis devenu un peu l'expert de performance mobile à une boîte qui s'appelle Theodo Apps. Enfin, c'est la branche de Theodo qui développe des applications mobiles. Et donc, si je reviens à cette question-là, j'ai commencé à googler. La réponse sur laquelle je suis tombé, c'est Google qui dit « Hey, ton app doit tourner à 60 fps ». Même plus que ça, si on a des téléphones, là j'ai un téléphone qui tourne à 120, ça veut dire qu'elle doit réussir à afficher 60 images par seconde quand on scrolle par exemple pour donner une impression de fluidité, etc. Ok, cool, ça nous donne déjà une mesure, une meilleure mesure que juste dire « Hey, ça doit pas laguer ». Mais est-ce que ça suffit? Le truc c'est que j'ai fait pas mal de React Native dans ma vie, et React Native a ce truc assez marrant où, en parallèle du coup des composants natifs, en fait c'est un thread séparé JavaScript qui va piloter les composants natifs. Et du coup, potentiellement, l'application peut tourner à 60 fps, mais on peut très facilement bloquer ce thread JavaScript et l'application devient plus responsive du tout. Par exemple, là, à droite, on va avoir une petite démo, j'ai une app complètement débile. Quand je clique Click Me, ça va incrémenter le bouton. Et Kill.js, en fait, ça lance un calcul énorme sur le thread JavaScript. Donc là, Click Me, voilà, ça marche. Et là, je clique Kill.js, même si je clique Click Me, en fait, le CPU est complètement saturé et du coup, l'app ne répond plus. Et j'ai beau cliquer sur Click Me, ça ne fait rien du tout. Bref, tout ça pour dire que 60 fps, ça suffit peut-être pas, parce que pour des technos comme React Native, l'utilisation CPU aussi peut rentrer en ligne de compte. Puis d'ailleurs, plus simplement, en vrai, si votre app tourne à 60 fps mais qu'elle fait fondre le téléphone pour tourner à 60 fps, je ne sais pas si on peut dire que l'app est vraiment performante. Et puis dans une perspective un peu plus Green IT, etc., de consommer moins d'énergie, de garder la batterie plus longtemps, c'est peut-être sympa aussi dans tous les cas de s'intéresser à la consommation CPU. Bref, tout ça pour dire que la performance, en fait, il y a pas mal de métriques qui rentrent en ligne de compte et ça peut être un peu compliqué. Mais à la fin, j'ai fini par créer un outil qui s'appelle Flashlight, qui prend inspiration de Lighthouse, parce que la blague, c'est qu'une lampe torche, c'est un peu genre un phare de poche, un phare mobile, quoi. Et du coup, si vous allez sur flashlight.dev, vous pouvez carrément uploader un APK et avoir un score de performance attribué. Ou alors, vous pouvez aussi, c'est open source, ouais, vous pouvez aussi connecter votre téléphone, le brancher, faire des mesures en live, faire des jolies comparaisons avec des graphes de FPS. J'aime bien les graphes de stats de performance un peu nordi, mais je trouve ça assez joli.
Et du coup, pour s'inspirer de Lighthouse, les piliers un peu de Flashlight, c'était est-ce qu'on peut avoir un truc qui permet de mesurer la perf d'une app, de n'importe quelle app, sans installer quoi que ce soit, sans installer de SDK, parce que bon, c'est relou d'installer un SDK machin, qui marche aussi sur les apps de production, parce que bon, moi quand je vais dans Android Studio pour mesurer la perf, il me dit hey, ton app elle doit être en profilable. Et idéalement, même qui est tech agnostique, comme ça on peut lancer des petites compétitions. Est-ce que natif ou Flutter, c'est mieux? Bref. Voilà. Et bah du coup, je vous propose qu'on voit ça ensemble. On va commencer par explorer un peu le terminal, etc. avec ADB. Et après, c'est le moment où je démontre mes fantastiques skills en présentation. On va, on va recoder un petit POC en Kotlin de comment on peut mesurer du CPU et des FPS. Alors, si vous êtes prêts, je switch au terminal et voilà. Je partage l'écran de mon téléphone là juste à côté. Faites pas trop attention aux fonds d'écran absolument débiles. Et du coup, première question à laquelle on a envie de répondre, c'est mais est-ce qu'on peut mesurer la perf des apps en production? Pour ça, on peut s'intéresser à ADB. J'imagine que vous connaissez ADB. Si vous ne connaissez pas, c'est le Android Debug Bridge. On peut communiquer avec le téléphone grâce à ça. On peut faire ADB install, par exemple, pour installer une app, etc. Le truc que je préfère, moi, c'est on peut faire ADB shell input text, par exemple, pour rentrer du texte. Ça m'amuse beaucoup, je trouve, d'être en ligne de commande et de rentrer du texte. Mais ce qui est intéressant dans cette commande, déjà, est-ce que si au fond vous arrivez bien à voir, je peux zoomer encore ou... C'est bien? Non. Okay. Ce qui est sympa dans cette commande ADB shell input text, c'est qu'elle commence par ADB shell. Donc si je tape juste ADB shell, et bah là, en fait, ce qui est fou, c'est que je rentre dans un shell, mais sur mon téléphone. Donc là, en fait, si je fais echo bonjour, je suis en train d'exécuter echo bonjour sur mon téléphone, qui me renvoie après le résultat à mon ordinateur et qui l'affiche dessus. Pour vous prouver ça, je peux m'amuser à faire une name, qui est une commande qui va me retourner l'OS, qui me dit « Hey, tu es sur un Linux ». Bon, si vous avez remarqué, il y a une pomme là derrière mon Mac, donc ce n'est pas mon Mac. Si j'exite ce shell et que je refais une name, là j'ai Darwin, comme c'est le nom pour macOS. Je peux aussi faire ADB shell uname directement, qui va exécuter directement la commande dans ADB shell et qui me tourne Linux. Donc, ça me montre quoi? Ça me montre que, je peux lancer pas mal de commandes sur mon téléphone Android, et en plus, ça me montre aussi que Android, c'est basé sur Linux, et que du coup, si on s'intéresse à la performance, peut-être qu'il y a des commandes de performance qui peuvent être intéressantes à utiliser. Par exemple, en Linux, ou même macOS d'ailleurs, on peut utiliser la commande top. Donc là, si je lance top sur mon ordinateur, donc sur le Mac, et j'ai tous les processus qui tournent sur mon Mac, qui sont d'ailleurs triés par utilisation CPU. Donc ce qu'on voit, c'est que il y a Windows Server pour afficher les fenêtres, il y a iTerm qui est mon terminal, etc. Enfin bref, on voit tous les processus de mon Mac triés par utilisation CPU, c'est pas mal. Du coup, la grande question, c'est est-ce que ça marche sur Android? Il nous suffit du coup d'essayer ADB shell top. Et c'est pas très joliment formaté. Je vais essayer de remettre, peut-être agrandir un peu ma fenêtre. Hop. Voilà, un petit peu plus joli. Hop. Je la refais. Voilà. ADB shell top. Et ça marche. Ça marche. Donc si on s'amuse, par exemple, je vais ouvrir Twitter sur mon téléphone. Je m'amuse à scroller comme un dingue. Et normalement, la première ligne que vous voyez tout là-haut, si vous regardez à droite en dessous de args, vous voyez com.twitter.and. Vous imaginez bien que c'est l'appli Twitter. Et vous voyez d'ailleurs l'utilisation CPU qui peut monter assez haut. Si vous posez la question de pourquoi ça peut monter au-dessus de 100%, en fait, c'est que ça compte 100% par cœur CPU. Donc, en fait, techniquement, mon téléphone a 9 cœurs, c'est un Pixel 8. Il peut lancer 9 choses en même temps. Donc ce nombre pourrait techniquement atteindre 900%. Bon, il serait en train de mourir probablement si c'était le cas. Mais du coup, c'est fou, en fait.
Twitter, c'est une app, enfin, je ne suis pas du tout un dev Twitter, je n'ai pas du tout accès au code, j'ai rien installé, et en fait, très simplement comme ça, j'ai réussi à avoir l'utilisation CPU de Twitter. Plutôt cool. Bon, si vous repensez à ce que je disais sur React Native, tout ça, machin, le Thread.js qu'ils ont, et puis même si on fait des applis natives, on s'intéresse quand même pas mal au Thread UI parce que comme c'est celui qui affiche les frames, justement, il ne faut pas le surcharger. Et idéalement, on voudrait avoir son utilisation et vérifier qu'elle n'explose pas. Donc ce serait cool d'avoir quand même ça, mais en utilisation thread par thread. Et bien pour ça, il suffit de passer l'option tiret, bah, c'est très simple, grand H comme threads. Non, je plaisante. La première fois que j'ai vu cette option-là, je ne savais pas, enfin, je me suis dit pourquoi c'est H comme threads. En fait, c'est H comme hardware threads. Bon, ok, voilà. Donc si je passe ça, je vais aussi passer -D1 pour lui dire de prendre des mesures toutes les 1 seconde. Parce que je crois que le défaut est à 3 secondes. C'est parti. Ok, bah cette fois-ci, on n'a plus les process, on a carrément tous les sous-process, on a carrément les threads de toutes les apps qui tournent sur mon téléphone, ce qui est assez fou. Et donc, si j'ouvre par exemple une jolie petite app un peu concurrente à X qui s'appelle Blue Sky et qui est faite en React Native, et que je m'amuse à scroller un peu plus comme un dingue, et ben tout en haut, je vois un truc qui s'appelle MQTJS. Bon, il a JS dans le nom, vous vous doutez que c'est peut-être le Thread.js de React Native. Le deuxième s'appelle .blueskyweb.app. C'est l'UIThread en fait, parce qu'il a en général le même nom que l'app ID. Vous savez, vos app ID, c'est toujours comme .twitter, .android, etc. Du coup, ils prennent le même nom. En dessous, on voit d'ailleurs le render thread de l'app, qui est aussi un thread dans les apps natives qui, grosso modo, gère la communication entre l'UIThread et la GPU pour afficher des pixels. Et puis, bon, on a d'autres threads. Vous avez peut-être vu popper Glide d'ailleurs à un moment donné. Donc, ça veut dire que Glide, c'est une librairie Android pour afficher des images. On sait que cette app utilise par exemple Glide. On peut trouver pas mal de trucs. Bon, du coup, on a à peu près gagné, non? En fait, on a utilisation CPU, thread par thread, sur n'importe quelle app de prod. Donc c'est trop cool. Limite, s'arrêter là. En fait, il y a 2 problèmes avec ça. Le premier, c'est que j'ai passé -D1 pour avoir des mesures toutes les secondes, mais c'est le minimum qu'on peut faire. Donc si je veux avoir un peu plus de granularité et récupérer des mesures beaucoup plus souvent, 500 millisecondes ou quelque chose comme ça, on ne peut pas. Bon, vous allez me dire peut-être un problème minime. Mais le deuxième problème, c'est un problème un peu plus drôle. Les plus aguerris d'entre vous auront vu que là, le processus qui utilise le plus de CPU, c'est top. C'est ironique. Ce qui est assez drôle, sachant qu'en plus, c'est un Pixel 8, c'est quand même un téléphone récent. Vous imaginez que sur un téléphone un peu bas de gamme, et en vrai, quand vous mesurez de la perf, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire ça sur un téléphone bas de gamme, ou si vous faites de la télé. Il y a des gens ici qui font de la smart télé. Ouais, vous savez de quoi je parle. En général, les devices télé sont assez, pas très très bonne performance, c'est très drôle. Du coup, vous imaginez que sur des devices bas de gamme, Top va consommer encore plus de CPU. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, nos outils de mesure de performance, ils ont un impact sur la performance du device, voire sur la performance des apps. Donc les outils de mesure de performance qu'on a, quand on les utilise, ils ont un impact sur la performance des devices, voire même sur la performance des apps qu'on utilise. Du coup, il faut faire attention à ce genre de truc. Par exemple, si vous êtes sur Android Studio, que vous faites une trace Kotlin, évidemment, vous allez bien voir que l'app, elle est beaucoup plus lente que quand vous n'en faites pas. Si vous profilez la RAM sous Android Studio, ça augmente d'ailleurs la consommation de RAM de l'app. Donc il y a des trucs comme ça à faire gaffe. Donc je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais bien avoir un outil de mesure de perf, mais qui a un impact minimum, vraiment pour qu'on soit sûr d'être dans des conditions un peu réelles, un peu prod-like. Donc, à ce compte-là, qu'est-ce que toute personne censée devrait faire pour répondre à ça? Eh bien, évidemment, regarder dans le code source d'Android. Je rigole un peu, mais c'est ce qu'on va faire, du coup. Parce que l'avantage, c'est que le code source d'Android, que j'ouvre le bon truc, le code source d'Android, on l'a en fait. On peut aller sur source.android.com et on peut fouiller dedans. Ce que je trouve quand même assez fou.
Faire go to code. Et du coup, si on cherche top, bon, en fait, on va trouver énormément de résultats qui n'ont probablement rien à voir avec ce qu'on veut. Donc, on va faire la technique ancestrale de je vais chercher un wording que je trouve quelque part dans le code et on va voir où ça me mène. Ah, oups, c'est pas ça. -h, -help. Voilà. Typiquement, je vais chercher ça, usage graphs instead of text. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hop, je cherche ça. Je vais zoomer un petit peu. Donc, je cherche ça. Je tombe sur 4 fichiers. Il y en a un, c'est des points H, des points H, des points H, donc des headers en C. Mais là, je vois un point C. Donc, je me dis que ça a l'air quand même sympa parce que, a priori, ça va être un vrai code d'implémentation. Si vous n'avez jamais fait de C++ ou de C, bah, il y a le point .c ou point .cpp qui ont l'implémentation des fonctions, grosso modo. Bon, bah, c'est parti. Amusons-nous un petit peu. C'est un petit fichier C un peu standard. Je crois qu'il y avait un moyen de zoomer un peu mieux. Bon, c'est pas grave. Hop. Un petit fichier C un peu standard qui fait une bagatelle de... ouais, beaucoup de lignes quand même. Ce serait un très bon use case pour une IA d'ailleurs de balancer ça à une IA et de lui dire d'expliquer le code. Mais bon, à l'époque où j'ai fait ça, il n'y avait pas d'IA, donc je me suis quand même amusé à fouiller un petit peu dedans. Je vous rassure, on va aller quand même un peu vite sur enfin, on va pas passer trop de temps dans le code C. C'est pas forcément ma langue maternelle. Si on regarde toutes les fonctions qui sont dans ce fichier-là, on voit qu'il y a une fonction top-main. On pourrait vérifier, mais ça a l'air de ressembler, ça print des trucs qui ressemblaient à ce qu'on voyait. Probablement, c'est l'implémentation de top dans Android. Cool. Donc top-main fait plein de trucs. Il appelle top common. Ok, super. Bah, allons dans top common. Top common, il fait tout un tas de trucs. Ouais. Mais il y a quand même des lignes qui sont un peu intéressantes. C'est que si vous vous souvenez du -h qu'on a passé tout à l'heure, il est là. Le -h ici, quand on l'active, eh ben, apparemment, ça fait qu'on utilise une fonction qui s'appelle getThreads au lieu de getPS. Ce qui a l'air assez intéressant. Ok. Bon, si on regarde ces deux lignes-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'il y a un flag qui s'appelle dirtree_shutUp. Je n'ai pas regardé exactement ce qu'il faisait, mais voilà, bon, c'est macro. Donc, grosso modo, ce qui se passe sur ces deux lignes-là, on va sur le téléphone, donc, dans /proc. Je dis sur le téléphone d'ailleurs, mais en fait, ça marche aussi sur Linux en général. Dans /proc, et donc dans /proc, on va parcourir tous les sous-dossiers. Et sur tous les sous-dossiers de /proc, on va appliquer la fonction getThreads. Ok. Dans /proc, on a des sous-dossiers, on passe getThreads. getThreads, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore tout un tas de trucs, bon, je sais pas. Ah, truc intéressant, moi c'est toujours le dirtree_shutUp qui attire mon regard peut-être, et c'est pour ça que, voilà. Mais du coup, cette fois-ci, lui, il va donc dans /proc/ %u, donc qui est process ID, PID comme a priori process ID, /task. Ok. Donc a priori, on va dans /proc/ tous les PID. Donc en fait, nos apps, c'est des process Linux, donc chacune des apps ont un process ID associé. Donc là, on imagine que si on veut mesurer la perf de notre app, il va falloir qu'on aille sur /proc/ le process ID de notre app, /task. Ok. Et encore une fois, on fait un parcours récursif sur le dossier task. Cette fois-ci, on applique la fonction getPS. Qu'est-ce que getPS fait? Il fait encore tout un tas de trucs. Read data about a process. Ok. Il va lire dans plein de fichiers, qui est dans ce dossier task. Et donc, on voit un add current, command line, etc. Bon, ça n'a pas l'air forcément hyper intéressant. Mais là, il y a un dossier, ça lit dans un fichier stat, pardon, qui a l'air quand même assez intéressant parce que des stats, ça me plaît, ça peut-être les trucs que j'ai envie. Bon, c'est un peu de la programmation par coïncidence quand même. Mais bon, en vrai, on a toute la documentation Linux qui est disponible. On peut aller googler un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier stat? Hop, j'ai la Linux manual page juste là.
Et donc là, on voit que dans /proc, /pid, /stat, on a tout un tas d'informations sur les processus. OK. Bon. Si vous êtes perdu et que vous êtes complètement endormi sur tout le code C, c'est le moment de vous réveiller parce qu'on va mettre ça un petit peu plus en pratique. Donc, ADB Shell, ça c'était voilà, pour lancer quelque chose. Ah oui, déjà, il faut qu'on trouve le process ID de notre app. Donc, par exemple, je suis sur Blue Sky. Pour trouver le process ID, je peux lancer ADB Shell PIDOF. Il faut juste que je connaisse l'app ID de l'app. Je peux la trouver assez facilement avec ADB ou alors sur le Play Store. Et c'est ça, XYZ, Blue Sky Web. Donc, le process ID ou le PID de mon app, c'est 22619. Donc, si vous vous souvenez, là, je peux donc aller dans /proc, /22619, /task. OK, ça c'était le premier truc récursif. J'ai tout un tas de sous-dossiers. En fait, c'est un dossier par thread de l'app. Si j'en prends un au pif, celui-là par exemple, termine par 666. Du coup, derrière, j'ai tout un tas de dossiers dans ce fichier-là, et notamment, j'ai le fichier stat. Et oui, pas ls. Alors, en fait, je vais redémarrer mon terminal, parce que dès que je fais ADB Shell Top, je perds le curseur, ce qui est perturbant. Hop. Je vais retourner là où j'étais, et du coup, ADB... Voilà. Oui, pardon. Hop. OK. Donc là, on a un fichier qui contient tout un tas de nombres, qui contient ce qui ressemble à un nom, en fait. Du coup, c'est le nom du thread, qui s'appelle Surface Sync Group. Là, en fait, je ne sais pas ce qu'il fait, ce thread-là. C'est la joie de prendre un truc un peu au pif. Et du coup, tous ces nombres-là, eh ben, on sait ce qu'ils représentent grâce à cette documentation. Donc on a tout un tas de trucs, on a le state, etc. Bon, ok, nous ce qui nous intéresse c'est CPU, donc cherchons CPU. Ah! Là ce qu'on voit c'est que du coup en colonne 14 et en colonne 15, il y a deux trucs qui parlent un peu du CPU. UTime, c'est l'amount of time that this process has been scheduled in user mode. Donc en fait c'est le temps de CPU que ce processus-là a consommé en user mode, donc ça veut dire que c'est des fonctions grosso modo que vous avez lancées ou des librairies, etc. Et stime c'est la même chose, mais grosso modo sur du code plus bas niveau que votre app aurait pu utiliser, par exemple pour afficher des frames, etc., faire des opérations I/O, etc. Donc en fait, long story short, si on additionne ces deux colonnes, ça va nous donner le temps de CPU que le thread a utilisé. Donc typiquement, là en fait, si je m'amuse à carrément prendre tous les threads de l'app grâce à cette magnifique étoile, je vais voir du coup tous les... Normalement, c'est le moment où vous imaginez s'il y a quelqu'un qui rentre pile à ce moment-là, il se dit mais qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Mais bref, vous reconnaissez peut-être un peu les noms des threads sur la gauche. Là, on avait MQTJS pour le JavaScript thread, on en a quelques autres avec du coup toutes les colonnes, etc. Bref, si on s'amuse à parser tout ça et à additionner nos colonnes, c'était 14 et 15, et ben on va avoir les mesures de consommation CPU en live de notre application. Donc comme je ne suis pas méga doué avec Bash pour faire ça direct en Bash, je vous propose qu'on passe plutôt côté Kotlin et qu'on fasse ça en Kotlin. Alors, j'ai déjà préparé un peu le début, et donc j'ai exactement la même commande que tout à l'heure, qu'on peut exécuter du coup avec Kotlin Script, parce que pourquoi pas. Faut juste que je récupère mon PID 22619, et donc là mon script pour l'instant, ce qu'il va faire, exactement la même chose, il va lire dans les /proc/ machin, et il va nous afficher, voilà, tout ça. Magnifique output, plein de nombres, très très drôle. Essayons d'en faire un peu du sens. Donc, on a ce command output. On va du coup prendre les lignes, voilà. On va filtrer quand même les lignes qui sont vides, au cas où.
Jusque-là, ok, pas mal. Et puis du coup, on va mapper tout ça. Et en fait, on va prendre les colonnes. Et là, j'ai une fantastique regex que, en fait, je ne vais pas recoder, mais j'ai un snippet. Voilà. Pour récupérer, du coup, chacune des colonnes du tableau qui sont décrites dans la documentation. Ce qui fait que, là, normalement, on commence par le PID, enfin le thread ID, en fait, pardon. C'est notre première colonne. Ensuite, le nom du thread, c'était la deuxième colonne. Ensuite, le user time, c'était la colonne 14. Et le system time, c'était la colonne 15. Mais du coup, CPU usage, on va dire que c'est utime plus stime. Puis parce que quand même c'est peut-être une bonne idée, on va surtout... Je me suis planté moi. Quand Android Studio arrête de me faire une autocomplétion, ça me dit que je me suis peut-être planté. Ah ouais, oh waouh. Bon allez donc. Merci. À chaque fois que je fais ce truc-là, je dis si les gens suivent, déjà c'est rassurant. Et je dis non, mais c'était pour voir si vous suiviez. Voilà. Bien sûr. Et puis je vais créer rapidement une petite data class parce que je me suis fait un snippet pour ça qui va contenir l'ID, le name et le total CPU usage. Donc on peut retourner measure avec... Le problème c'est que j'ai pris tellement l'habitude de coder avec Copilot que quand je l'enlève du coup, bon, pas malin. Total CPU usage égale CPU usage. Voilà. Donc ça, c'est les mesures pour l'instant qu'on a dans l'app. Donc si on s'amuse à les afficher, allons-y, current mesure point. Déjà, on va les trier par. On va les trier par. Et là, c'est pareil, je me suis planté. Ah. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Point map. Ah oui. Le problème, c'est que pendant la semaine, j'ai fait... Ouais, merci, bien vu, bien vu. J'ai fait beaucoup de Swift. Et le problème, c'est que en Swift, par exemple, les variables, non, c'est toujours var, mais les constantes, c'est let. Enfin bref, à force, mélange complètement. Mais c'est là où Copilot, du coup, aide pas mal. Mais c'est vrai que si je le désactive, c'est un peu plus compliqué. Super. Bon, je vais prendre les 5 premières. Et je vais dire for each. En fait, je vais laisser it. Et je vais les afficher. Du coup, hop, it.name. Et puis it.total. Ah, pardon. Total CPU usage. Super. Bon. Je n'ai pas trop fait n'importe quoi. Ça devrait nous afficher du coup les 5 processus qui ont consommé le plus de CPU depuis le début de l'app. Si je relance ça, attention les yeux, hop, je peux même du coup zoomer un petit peu. Je vais la mettre en haut parce que je pense qu'on ne voit pas forcément très bien le bas quand on est au fond. Ok. Donc, ça me dit, le premier processus, .blueskyweb.app, en fait, c'est le UI thread, parce que grosso modo, c'est l'app ID qui a été truncaté à 16 caractères, parce que c'est comme ça que ça marche en Linux sur le nom de l'app, qui a consommé 12 809. 12 809 quoi? On va y venir dans un moment. Ensuite, le fameux JSthread de React Native, ensuite le Renderthread qui est typique des apps natives, etc. Donc là, on a trié déjà tous les processus qui ont consommé le plus de CPU. Pour ce qui est en fait de l'unité, si on regarde sur la documentation, ils nous disent que c'est mesuré en clock ticks. Ok, cool. Donc ça veut dire que le UIthread a consommé 12 809 clock ticks de CPU. Bon, pour que ça soit un truc un peu plus parlant,
on peut s'amuser en fait à regarder combien il y a de clock ticks dans une seconde sur mon téléphone. Il y en a 100, pratique. C'est en général la valeur sur les téléphones Android. Ce qui veut dire que grosso modo, le UiFraid là-haut, il a consommé 128 secondes au total de CPU. Parce que 12 809 divisé par 100. Jusque-là, je crois que mes maths sont correctes. Ok. Bon, maintenant, ce serait cool d'avoir ça en live et de mettre à jour ces mesures-là. Donc, déjà, je vous propose qu'on se mette un petit timer. Ouais, ça c'est bien. Et qu'on dise toutes les secondes. On va du coup, faire ça en fait. Donc là, normalement, déjà, hop, ça devrait m'afficher toutes les secondes. Ah oui, bon, il faudra peut-être que je clear la console aussi, ce sera un peu plus joli. Voilà. Donc là, si je m'amuse à scroller dans l'app, par exemple, on voit bien les valeurs qui montent. Cool. So far, so good. Bon, maintenant, si je veux vraiment avoir une utilisation en pourcentage, par exemple, de CPU, comme un profiler qu'on aurait je ne sais où, comme Top tout à l'heure, du coup, il faut que je stocke les précédentes valeurs, et puis toutes les secondes ou l'intervalle que j'ai donné, je soustrais aux précédentes valeurs pour afficher la consommation courante. Donc c'est parti. Je vais me faire une map du coup qui va s'appeler quoi? Thread CPU usage égale hop map, et on va dire du coup à prendre en clé le thread ID et puis le CPU usage en valeur. Ce qui veut dire que là en fait à chaque fois je vais lui dire plutôt current measures point pour chacune de mes measures. Je vais en fait dire que previous thread CPU usage de it.id, ça va être égal à it.total CPU usage. OK. Là, pour chacune des mesures, pouf, toutes les secondes, je vais remplir la map. OK. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir les mesures courantes. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire current measures.map. Cette fois-ci, je vais lui donner un petit nom. Hop. Et du coup, previous CPU usage, ça va être quoi? Ça va être previous thread de mesure.id. Il faut le backer sur 0, si jamais le thread est nouveau et on l'a jamais stocké. Donc, val current CPU usage égale, en gros, c'est le CPU, ça va être la différence, quoi. C'est du coup measure.total CPU usage moins previous CPU usage. Et puis, je vais me faire une autre petite data class pour stocker ça rapidement, parce que j'ai un snippet pour ça. Hop, voilà. Qui va juste stocker le nom et puis la diff à chaque fois de CPU usage. Et donc, live measure, sans le return, merci. Hop, name égale mesure.name. Et du coup, CPU usage diff égale CPU usage diff. OK. Donc cette fois-ci, je peux prendre mes live measures, sort by descending par CPU usage diff. Je prends les 5 premières. Et du coup, en live, je vais avoir mes mesures. Et comme j'ai 100 clock ticks par seconde, en fait, le truc qui est chouette, c'est que directement, ça va me donner un pourcentage. Plutôt pratique. Évidemment, si j'avais mis 500 millisecondes, j'aurais dû faire de la proportionnalité. Ça aurait été trop compliqué de faire ça en live. Oh oui, merci. Vraiment, Android Studio m'aide pas du tout, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour enlever complètement la coloration syntaxique, mais vraiment, vous êtes une audience fabuleuse. Vous suivez très très bien. Alors, c'est parti. C'est parti. OK, évidemment, la première fois qu'on fait ça, on a un truc
monumental parce que la première fois, il remplit la map avec toutes les nouvelles valeurs, puisque c'est les valeurs depuis la création de l'app. On va peut-être juste lui dire de la première fois, sur le premier run, tu n'as pas besoin d'afficher les valeurs. Donc, grosso modo, le first run, c'est quoi? Bon, allez, is first run, c'est si notre map est empty. Et du coup, on va afficher les valeurs que si on est sur un run subséquent. OK. Et donc là, c'est parti. Je peux scroller un peu n'importe comment. Ta-ta-da. Et là, en live, du coup, j'ai l'utilisation par thread dans l'application. Il y a le JS-Thread d'ailleurs qui carbure un petit peu. Et du coup, ça peut marcher sur n'importe quelle app de production. Donc du coup, très simplement, on a réussi à recoder ce que faisait Top, aller lire dans les fichiers et avoir quelque chose qui nous affiche thread par thread sur n'importe quelle app de production, l'utilisation CPU. Cool. Plus rapidement maintenant, je vous propose qu'on regarde les FPS. Alors, les FPS, c'est un peu plus drôle. Et là, il faut qu'on fasse appel à un outil. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Perfetto dans votre vie. Qui a déjà utilisé Perfetto? Okay, une personne. C'est un très très bon outil. Perfetto, c'est un outil de profiling Android qui est hyper puissant. Et sous le capot, ils utilisent un outil qui s'appelle Atrace, qu'on peut encore exécuter comme ça. Vous allez voir ce que ça fait. Déjà, je vais ouvrir une autre app que je vais vous montrer, une app un petit peu bête, qui va être plus facile à gérer les FPS. Parce que voilà, bon, c'est une animation fade in and out. Et là, j'ai un bug un petit peu bêta, c'est-à-dire que si je clique sur ce bouton-là, en fait, ça bloque le UI thread, donc l'animation se stoppe. Bon, du coup, pour vérifier qu'on compte bien les FPS, ça va être un peu facile. Ça va être plus facile. Donc si je lance ce fameux ADB-shell Atrace, encore une fois, on a l'impression d'être des super hackers parce que normalement, ça va nous sortir un output fantastiquement beau. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans cet output, c'est que grosso modo, ça vous montre des appels de fonctions à un niveau assez bas dans le système. Et en fait, Android, comment ça marche? Très très bas niveau. Je vous parlais de 60 FPS. En fait, tous les 16 millisecondes, quand il a besoin d'afficher une frame, 16 millisecondes, du coup, pour avoir 60 images par seconde, ça fait une seconde divisé par 60, donc 16 millisecondes. Il appelle une fonction qui s'appelle chorégrapheur, dans la classe chorégrapheur, qui est dans Android, .doFrame. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'avec Atrace, chorégrapheur, les appels à chorégrapheur, .doFrame, en fait, on doit les trouver, ou pas. Ouais, bon, j'ai juste fait doFrame. Le problème de live coding, c'est qu'il faut quelqu'un qui tape correctement, et apparemment, c'est pas moi. Et en fait, on a les appels de chorégrapheur.doFrame qui sont timés d'ailleurs. Donc là, toutes les... je crois que ça, c'est des secondes. En fait, on peut s'amuser à regarder. Donc là, il y en a un à 332.489. Le suivant, il est à... Oula. Je vais prendre le précédent plutôt. Donc 332.489. Le précédent, il est à 332.481. Donc à peu près 8 millisecondes d'écart. Il se trouve qu'en fait, moi, je suis à 120 FPS, donc c'est pas 16 millisecondes, c'est 8 millisecondes. Et donc, on retrouve bien ce doFrame, cet appel qui est fait tous les 8 millisecondes. Donc, de manière très simple et très naïve, pour une première, pour un POC, ce que je vous propose, c'est, on lance ça, on compte le nombre de doFrames et on a notre FPS. Du coup, retournons dans Android Studio. J'ai un magnifique snippet, histoire de lancer un peu tout ce qu'on veut, qui va grosso modo lire dans Atrace et qui fait un truc un peu horrible, while true, etc., pour lire les lignes, mais au moins ça fait le taf rapidement. Et donc, cette fois-ci, au lieu d'afficher les mesures CPU, on va afficher les mesures CPS. Donc, jusque-là, normalement, rien de bien compliqué. Alors, comme j'ai changé d'app, il faut que je récupère le process ID. C'est pas celle-ci, elle s'appelle... Voilà. Tac. Et du coup, c'est parti. Alors là, ça marche pas si bien que ça. Alors, ça m'arrive des fois d'avoir des petits problèmes, voilà, avec Atrace. Oui, voilà.
Donc là, tout ce que fait le script pour l'instant, c'est il affiche les lignes de attrace en continu. Fantastique. Fantastique, fantastique. Ce qu'on va faire du coup, très naïvement, on va s'amuser à stocker un current frame count à 0. Et on va dire quoi? On va dire if line.contains du coup chorégrapheur to frame. Je ne me suis pas planté. Il faut aussi qu'on vérifie qu'ils contiennent quand même le process ID de notre app, parce que sinon on va compter les, on va compter les frames de plein d'autres apps, dont le système UI Android, ce qui est assez drôle, parce qu'on pourra les avoir aussi. Donc on va vérifier qui contient le process ID, je crois que c'est un truc comme ça. Et on va faire current frame count plus. Ensuite, on va faire un truc vraiment très bête. On va dire... Hop, voilà. Et on va dire... if... Voilà, je vais juste stocker la sprint time, et là je vais reprendre le current print time, et grosso modo je vais dire, bah si c'est passé plus d'une seconde, affiche les résultats. Bon, c'est vraiment bête. Donc si c'est supérieur ou égal à la sprint time plus 1000, plus une seconde, j'affiche current frame count, non pas current print time, current frame count, et je reset tout ce que j'ai envie de reset. Stack égale 0, et du coup je dis la sprint time égale current print time. Ok, tout va bien, du coup c'est parti. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça se passe pas si bien que ça. 0 FPS. Je relance quand même juste histoire de vérifier. Non. Ah. Je refais le async stop histoire d'être sûr. Oh, encore moins bien. Là, je vais peut-être tricher et regarder vite fait la solution pour voir si je me suis pas planté quelque part. FPS, ouais, c'est tiré process ID. Bah oui. Comme quoi, faire des répètes, apparemment, ça n'empêche pas de se planter. Bon, décidément. Ah oui, parce que là, il est parti. Ok. Allez. Cette fois-ci, c'est parti. Ok, c'est pas hyper précis, mais on voit des petits 120 qui apparaissent. Je vais peut-être juste lever un peu la fenêtre, histoire qu'on voit mieux pour ceux qui sont au fond. Voilà. Et donc, si je fais run expensive stuff, bah là, ça tombe à 0, évidemment, puisque le fade-in, fade-out ne marche plus, et ça remonte à 120, etc. Et du coup, de manière très simple et un peu naïve, on a réussi à compter à peu près le nombre de FPS. Sous le capot, Flashlight, l'outil du coup que j'ai créé, marche à peu près comme ça, avec une version un petit peu améliorée quand même. Mais ça vous donne du coup l'idée de en fait, ce qui est possible de faire avec tous les outils qu'on a à la main. Et du coup, je vais juste terminer sur un petit slide de conclusion. Il y a le QR code qui a à la fois la repro, le lien aussi pour laisser du feedback, et puis les slides ressources. Mais juste pour dire, je trouve que les mesures de performance, c'est crucial, mais quand même assez complexe. On a beaucoup de puissance, on peut faire tellement de trucs avec Android Linux, et franchement, est-ce que c'est pas fun de s'amuser? J'espère que vous êtes bien amusés avec moi à aller explorer un petit peu ce qui est possible de faire et de créer nos propres outils. Voilà, merci.